Alors, merci à toutes et à tous d'être venus pour cette table ronde, nombreux à assister à cette table ronde. Donc c'est déjà un plaisir de vous accueillir au sein de la foire bio du Pilat, donc 3e édition. La thématique de cette année et de l'année qui vient de s'écouler pour les activités et les animations de vente de bio a été de produire en bio et en vivre. Donc il s'est passé des choses tout au long de l'année passée. Des animations, des ciné-débats, voilà, des choses comme ça. L'événement phare de Vente de Bio est donc la foire bio qui se déroule aujourd'hui. Donc le thème est poursuivi aujourd'hui par l'intermédiaire des différentes conférences qui ont pu se passer là. Des échanges que vous pouvez avoir aussi avec les différents exposants qui ont tous cette envie de produire en bio et en vivre, évidemment. Et l'idée de cette table ronde, c'est de poursuivre justement les échanges autour de cette question-là, de laisser de la place aux questions aussi, parce que je pense que tous les citoyens et les consommateurs qui remettent un peu en question leur mode d'alimentation et leur mode de relation à l'environnement se posent ce genre de questions. Aujourd'hui, on voit que la bio est en plein essor. Je dis la bio, mais il y a des bio, et vous l'entendrez et vous pourrez certainement le percevoir au travers de ce qui sera présenté dans le cadre de cette table ronde. L'idée étant de voir comment aujourd'hui, dans un marché qui est en plein essor et en plein développement, avec des tas d'acteurs et d'interlocuteurs qui veulent tous et toutes prendre leur part du gâteau, comment font les acteurs d'aujourd'hui pour faire en sorte de maintenir une éthique et une équité en bio, ce qui n'est pas forcément simple dans un système qui veut que la bio se mondialise et que nous, on aimerait qu'elle se relocalise. Voilà, donc pour pouvoir nourrir cette table ronde, il y avait évidemment vous, qui avez été les parties prenantes à ces échanges, indispensable de répondre à un maximum de questions. Donc on essaiera de laisser un maximum de place aux questions aussi. Dans le fonctionnement, l'idée c'est que chaque intervenant puisse prendre 10-15 minutes maxi de présentation, de répondre à la manière dont ils perçoivent cette éthique et cette équité dans leur approche et dans leur rôle dans les filières. Et qu'à la suite de ces présentations, et pendant ces présentations, vous puissiez prendre en note ou noter éventuellement effectivement les questions que vous posez, ou les garder bien précieusement dans un coin de votre tête. L'idée, c'est de ne pas forcément les poser toutes et tous en même temps, enfin, ou du moins après chaque intervention, parce que ça risque de grignoter sur le temps de parole des uns et des autres, et qu'on arrive à terme avec un temps de table ronde qui soit un peu excédé. Voilà. Donc je présente très rapidement les différents intervenants de la table ronde. Donc il y a Nathalie Bedel, qui est paysanne, on peut dire, à Longe, dans une ferme qui s'appelle la ferme de Chasse-Nuage, dans un élevage caprin. Je n'en dis pas plus. Il y a Marjorie François, qui est présidente de Biomonde. Voilà. Biomonde qui est un réseau de magasins bio spécialisés. Il y a Bernard Martin, qui lui officie dans une entreprise qui s'appelle Equibio, qui pour certains, peut-être que vous connaissez, c'est un groupe agroalimentaire qui est basé à Peaugres, en Nord-Ardèche, et qui travaille pour les magasins bio spécialisés, donc plutôt pour la partie transformateur. L'idée étant, oui, je ne vais pas préciser, mais c'est d'avoir un petit peu chaque morceau de la filière, c'est-à-dire de l'amont avec la production, la transformation avec Bernard Martin, qui donc représente le groupe Equibio, la distribution avec Marjorie François, et la partie consommateur avec Jean-Noël Rodriguez, qui lui représente les AMAP de la Loire, donc Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Voilà, avec une entrée très particulière aussi au niveau de la consommation et de la distribution en bio. Je tiens à excuser, dans le cadre de cette table ronde, il devait être présent également Pierre Dereux, qui est le nouveau président de la coopérative Biocop, qui est pris par une autre actualité brûlante, on va dire, et qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, et qui est navré de ne pas pouvoir être présent, mais qui s'excuse. Si jamais vous avez des questions par rapport à Biocop, la coopérative est représentée par l'un de leurs magasins à l'étage, Bourgui Bio, qui est un magasin qui est à Bois-Argental et qui peut éventuellement répondre à un certain nombre de questions par rapport à la position de Biocop vis-à-vis du marché de la bio. Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Nathalie, qui va présenter sa ferme, et puis après, si jamais vous avez des questions, gardez-les bien en tête. Merci. Merci David. Bonjour à tous, donc moi je suis Nathalie Bedel, je suis associée avec mon frère à la ferme de Chasse-Nuage. Moi j'ai eu une vie, je suis
suis pas paysanne de naissance, j'ai commencé, j'avais 45 ans. Donc je suis paysanne officiellement depuis 3 ans. La ferme où je travaille avec mon frère, avec la Longe, elle existe depuis un peu plus de 5 ans. On est en bio depuis 3 ans. Enfin, on a commencé la conversion 1 an après le démarrage de la ferme. Et du coup, 2 ans de convention, on est en bio officiellement depuis 2 ans. C'était un choix qui, pour moi, était évident parce que moi, je mange bio depuis 30 ans, donc je ne voyais pas trop. Et puis, mes parents avaient un jardin, des animaux, etc. Donc, j'ai toujours mangé, été proche de la production. On a 120 chèvres. Alors, ça vous dit sans doute pas grand-chose, 120 chèvres. Si je vous dis qu'on va produire cette année 90 000 litres de lait, ça ne va pas vous dire grand-chose non plus pour la plupart, mais ça veut dire que au quotidien, moi je fais, si je ne fais que des rigottes, vous voyez à peu près tout ce que c'est qu'une rigotte, un petit fromage, et ben j'en fais entre 800 et 1000 par jour. Si je ne fais que des rigottes, je ne fais pas que des rigottes, je vais faire des faisselles, je vais faire des palais-cendrés, des bûches, des machins, des bidules, mais pour rester simple, ça vous donne une idée un peu de ce que ça fait. Donc ça fait quelques fromages à produire, à retourner, parce qu'une rigotte, ça se retourne tous les jours. Hein. Donc quand on en a fait 800, eh ben, il faut retourner les 800 de la journée d'avant, les 800 de la journée d'avant, les 800 de la journée d'avant. Donc il y a des jours où je peux retourner 3 ou 4 000 rigottes, où je peux en mettre 3 ou 4 000 dans des caisses, et puis on prépare des commandes. Donc on est ici sur le circuit de distribution. Je dirais qu'effectivement, une fois qu'on produit du lait, eh bien, il faut le vendre. Donc nous, on ne vend pas une laiterie, on transforme tout. Notre production en total est transformée par mes petites mains à moi, un peu celle de mon frère, et on a aussi 2 salariés. Enfin, un salarié et demi, puisqu'on a quelqu'un en apprentissage et quelqu'un à plein temps. Mais un plein temps salarié, c'est 35 heures. Moi, le mercredi, je les ai déjà fait souvent, les 35 heures. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est quand même pas mal de boulot, même quand on n'est pas trop mal organisé. Donc, notre métier à nous, c'est d'élever des chèvres, de produire du lait, de le transformer, de vendre nos fromages et de produire aussi une grosse partie de la nourriture. C'est encore un autre atelier, ça. Donc cet atelier-là, il est très loin d'être négligeable, puisque pour faire tourner et en vivre en bio, il faut de l'autonomie alimentaire. Si on achète tout, je pense qu'on ne dure pas longtemps en bio. Si on ne produit pas nos fourrages, toute l'alimentation des bêtes, franchement, c'est très difficile d'en vivre. Sauf peut-être si on est dans une station de ski où on peut marger très très fort. Ce n'est pas notre cas. Nous, on a de la chance, on est à 45 km de Lyon, on a un bassin de population d'1,5 million, d'un peu plus d'un million, un peu plus d'1 million d'habitants. C'est une chance énorme quand on transforme ces produits. Quelqu'un qui est au fin fond de l'Ardèche, qui a 2h30 de route du moindre bassin de population, c'est plus compliqué. Donc, dans ce côté commercialisation, c'est très important en fait de garder cet aspect-là. Donc l'aspect accès à la terre. Moi, mon frère, il a mis 15 ans pour s'installer. On ne vient pas du milieu agricole, on est breton, donc on est vraiment des étrangers totaux. Et voilà, c'est pas facile d'avoir accès à du terrain pour s'installer. Nous, la chance qu'on avait, c'est que sur la ferme, il n'y avait pas de bâtiment d'habitation. Donc il n'y avait pas à racheter une maison qui coûtait 300 000 €, en plus des bâtiments agricoles et en plus de la fromagerie. Bon, la fromagerie, elle n'existait pas, puisque la ferme qui l'a repris, ils ne transformaient pas, ils vendaient tout en laiterie. Donc on a commencé avec un petit Algeco de 27 mètres carrés, et maintenant on a une belle fromagerie qui fait un peu plus de 120 mètres carrés avec la cavaton. Donc on a des bonnes conditions de travail maintenant qu'on n'avait pas au tout début. Ça permet une régularité. Quand on ne vend pas toute sa production en direct au marché, on a besoin de cette régularité. Parce que ce que moi je vais pouvoir vendre au marché, ou mon client que j'ai en face, il va comprendre qu'il y a un petit, un gros, un plus ou moins moelleux, ça ne va pas forcément être le cas quand je vais livrer un magasin.
Quand je livre un crémier, lui, il ne veut pas savoir que Marigotte, elle doit faire tel poids, telle taille, et elle doit être toujours pareille, quoi. Donc, toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte. Nous, on a un circuit de distribution qui est très varié parce qu'on voulait le maîtriser. Donc, moi, je suis assez militante, donc je refusais de vendre mes fromages dans un supermarché. Mon frangin, lui, il élève des chèvres, il fait du fromage pour pouvoir élever des chèvres. Sa passion, lui, c'est l'élevage. Il veut avoir des animaux qui soient en bonne santé et qui font du lait. Et voilà, c'est ça qui est important pour lui. Par ailleurs, comment on les commercialise à partir du moment où on est bon gestionnaire et où, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important. On se complète bien, donc tout se passe bien. Moi, je fais le marché. Lui, il fait les livraisons. On fait 2 marchés par semaine. On va livrer sur Lyon et l'agglomération 2 fois par semaine. On va dans les magasins ou les crémiers ou les AMAP une seule fois par semaine. Quand on fait une tournée de livraison, on fait une fois le centre-ville et l'autre fois, on fait la périphérie. On vend aussi, donc on fait des biocoop, on fait des épiceries indépendantes, on fait des crémiers fromagers, on fait une AMAP, on fait donc le marché, et on fait une association qui s'appelle VRAC, qui travaille dans les quartiers où les gens n'ont pas les moyens d'acheter du bio et où ils achètent en vrac. VRAC, c'est pour eux, c'est vers un réseau d'achat commun. Et nous, on leur vend au même prix qu'on vend au magasin. Et eux, ils ne se font pas de marge. C'est les habitants donc, c'est pas une AMAP, mais c'est quelque chose qui permet aux gens d'avoir de la nourriture bio, saine, à un prix où ils peuvent se le permettre. On a fait le choix, nous, de ce circuit de distribution varié parce qu'on veut garder notre indépendance. Donc on n'a pas un seul client qui représente plus de 10%. On en a un qui représente 12%. Mais donc s'il y en a un qui nous plante un jour, ou si on n'a plus, nous, envie de travailler avec quelqu'un, parce qu'il ne nous paye pas en temps et en heure, parce qu'on trouve que sa façon de travailler ne nous va pas éthiquement parlant, on peut se dire, non, on arrête. C'est hyper important parce qu'il y a quand même énormément de gens aujourd'hui qui se retrouvent pieds et poings liés avec un client. Et le jour où ils disent, là, moi, tout a augmenté, l'électricité a augmenté de 5%, le SMIC, le machin, le bidule, je suis obligée de mettre 2% de plus sur mes fromages. Moi, je suis capable de parler avec mon client et de lui dire ça. Quand on passe avec un acheteur de la grande distribution, lui, il dit vous, l'année dernière, je vous les ai achetés à ce prix-là, mais cette année, ce ne sera pas ça. Voilà, nous, aujourd'hui, c'est ça. J'ai oublié un autre circuit de distribution. On travaille un petit peu avec BioApro et Biorégion, donc qui sont des grossistes qui ne travaillent que sur la région. Ça, c'était un autre truc qui était hyper important pour moi, c'était qu'on travaille en local. Nous, en fait, nos clients, on les livre en vrac, dans des grandes caisses en plastique Gilac. Il y a juste un papier et fromage dessous. Et la semaine suivante, quand on va livrer à nouveau, on récupère nos caisses. Donc, il y a très très peu, en fait, d'emballages qui vont être jetés. Les magasins, ça leur va bien parce que du coup, ils n'ont pas de trucs, ils n'ont pas 50 000 poubelles à sortir, parce qu'il faut aussi qu'ils gèrent leurs déchets, les magasins. Et puis, nous, moi, je trouve que c'est super de pouvoir en fait livrer sans en fait créer de déchets. Bon, alors il y a mon petit frère qui est au fond là, qui va se cacher, mais il vient d'arriver. Donc c'est lui l'éleveur, hein. Moi je m'occupe pas des chèvres. Donc s'il y a du bon lait, c'est grâce à lui. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas abordé Non, après si tu as des choses que tu veux rajouter, c'est possible aussi. Hein. Par rapport à la localisation, la surface. La surface, ah oui. Donc on a 120 chèvres, 50 hectares. Alors 50 hectares, ça peut vous paraître beaucoup, mais on n'est pas dans la Beauce. Hein. Vous avez vu comment c'est chez nous, c'est comme ça. Hein.
Donc il y a des choses qui ne sont pas, où on ne peut pas faire de céréales, où on ne peut pas faire de pâturage, où c'est, bon, en gros, il n'y a que des ânes qui vont brouter, quoi. On est sur des terres qui sont très séchantes, donc le changement climatique, pour le coup, on le prend de plein fouet. L'érosion, donc nous, cette année, un des trucs qu'on veut mettre en place, c'est des plantations de haies. Donc on va, avec le parc du Pilat, on a mis en place un programme de plantation de haies. Après, je ne sais pas si vous connaissez les chèvres, mais si vous en avez déjà une dans votre jardin, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien qu'il n'existe plus rien une fois qu'elle est là. Donc des haies, ça veut dire qu'il va falloir faire des clôtures aussi, des deux côtés, parce que nous, elles sortent dehors, les chèvres, donc le moindre truc qui va être bien tendre, là, elles vont le bouffer. Et un autre projet qu'on a aussi en place, gardez bien le fait qu'on existe que depuis 5 ans, donc on met des choses en place, mais ça se fait petit à petit, c'est sur les toits de la fromagerie, mettre des panneaux solaires. On ne sait pas encore si ça se fera, par exemple avec la centrale villageoise qu'on a à côté de chez nous, ou si ce sera un projet indépendant. Donc on a le choix de faire soit de la revente, soit de l'autoconsommation. Chez nous, ça peut être important. En fromagerie, vous imaginez bien qu'on utilise quand même pas mal d'électricité. Une fromagerie, il faut que ce soit à 21 degrés. C'est comme ça qu'on fait du fromage. On ne fait pas du fromage à 15 degrés ou à 42, comme ça peut arriver l'été. Les fromages, il faut les faire sécher, il faut les affiner. Donc tout ça, ça demande aussi de l'électricité. Donc si on pouvait produire et autoconsommer une partie de notre électricité, eh ben, ce serait pas mal. Une autre partie, c'est que c'est nous qui vendons notre production, donc on va la livrer. On ne travaille pas du tout avec des grossistes, donc même quand enfin pas du tout. Même si on livre par exemple cette Oubi Biocop, on ne fonctionne pas avec la centrale d'achat. C'est nous qui travaillons en direct avec les gérants des magasins. Donc nous allons livrer toutes les semaines le fromage. Si on a un toit qui produit de l'électricité, eh ben, ce serait sympa que si on est en autoconsommation, qu'on ait un véhicule de livraison qui soit électrique et qu'on puisse recharger à la ferme. Le souci, c'est qu'en étant à 45 km, aujourd'hui, il n'y a pas de véhicule qui ait suffisamment d'autonomie pour faire le circuit de livraison et alimenter le caisson réfrigéré. Donc, on est aussi coincé, nous, par des problématiques de... Il faut un véhicule qui soit capable aussi d'utiliser une autre source d'énergie, une partie en électrique, mais une autre partie, autrement, qui nous rende autonomes sur un circuit qui va faire au total peut-être 150 km, plus l'énergie pour le caisson réfrigéré. Donc voilà, quand on est producteur aujourd'hui, si on choisit de travailler comme nous et d'en vivre, parce qu'aujourd'hui on en vit, après on en vit, soyons très clairs, on en vit aussi grâce aux subventions européennes. Notre vente de fromage aujourd'hui et un peu des céréales qu'on va vendre, ça nous permet, le chiffre d'affaires de vente de nos fromages, ça nous permet de payer nos salariés, de payer les emprunts à la banque, de rembourser les fournisseurs, voilà, quand j'achète du papier pour emballer les fromages, quand on achète du maïs, parce que chez nous on ne peut pas faire du maïs, il n'y a pas d'eau, puis c'est en pente, donc laissez tomber. L'électricité, etc., tout ce qu'on peut avoir comme coût. Donc ça, on les paye avec nos ventes de fromage. Nos salaires à nous, la MSA, on paye 9 000 € de MSA chacun. Donc si on veut nous se payer, eh ben, c'est les subventions européennes qui nous payent. Si on n'avait pas les subventions européennes aujourd'hui, la rigotte, elle fait 30 centimes de plus. Soyons très clairs, aujourd'hui, on ne mange pas, enfin ce qu'on mange, on ne le paye pas à sa juste valeur. Il faut être très clair là-dessus. Tout ce qu'on mange, la partie de la subvention européenne, elle est... voilà. Si on n'a plus ces subventions-là, nous aujourd'hui, même si on essaie de s'en dégager le plus possible et qu'on essaie de prévoir qu'un jour ça peut s'arrêter, il faut être conscient que, voilà, la rigotte, si elle est à 1 €, ben, elle sera à 1,30 €. Voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Après, on a dit qu'on faisait toutes les présentations. Vous pouvez l'applaudir déjà, c'est possible.
Alors j'imagine que la frustration est grande de ne pas pouvoir poser toutes ces questions tout de suite, mais voilà, gardez votre frustration pour vous. Vous pourrez poser vos questions après, il n'y a pas de souci. Je vais passer la parole maintenant à Bernard Martin, donc, qui va présenter un petit peu ce que fait le groupe Equibio. Je vais mettre en route la présentation, parce qu'il y a présentation. Et puis on se retrouve juste après. Merci David. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés de mon intervention. Déjà, je vais remercier tous les organisateurs et ceux qui nous accueillent, et puis vous remercier, vous êtes nombreux. Donc c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je suis salarié d'une entreprise, donc je vais vous la présenter rapidement. J'ai 58 ans, ça c'est peut-être pas le plus grave. Pardon, j'ai 58 ans, excusez-moi, ça c'est peut-être pas le plus grave. Et je travaille dans cette entreprise depuis un peu plus de 10 ans. Avec un rôle notamment d'animation des filières agricoles. Alors, pendant que la présentation se charge, donc l'entreprise s'appelle Equibio. Nous sommes voisins d'ici, hein, on est à Pau, en Ardèche, donc très près d'ici. Je dis que c'est une entreprise qui a une certaine vision. Je pense que c'est le premier mot que j'avais utilisé. Effectivement, le fondateur de l'entreprise, qui s'appelle Didier Péréol, certains d'entre vous doivent le connaître. Didier a créé son entreprise il y a un peu plus de 30 ans. Et je pense qu'il avait une vraie vision sur ce qu'allait devenir la bio. Une vision à 30 ans, c'est pas facile, mais se projeter sur ce qu'allait devenir la bio, je pense que c'était un beau défi. Et je dirais qu'il s'est peu trompé jusqu'à maintenant. Alors, l'entreprise, une vision à 30 ans, ils étaient au départ 2 salariés. Nous sommes aujourd'hui pratiquement 220 salariés, présents sur 3 sites. Un ici à Pau, un en région en banlieue de Vienne, on va dire, et puis un très loin d'ici, en Bolivie, où on travaille la graine de quinoa, et ça vous dit quelque chose. Un attachement fort au territoire, effectivement, ça a été un choix. Didier, quand il parle de son entreprise, il ne peut pas se déconnecter de son histoire et de son origine. Paysan il était, fils de paysan. Il a toujours été attaché à cette Ardèche, et il a fait en sorte que l'entreprise puisse se développer en Ardèche avec tous les moyens qu'on a pu développer sur le site. Je vais vous parler de quelques engagements qu'on a au sein de l'entreprise. Alors, ce sont des engagements qu'on a pris au fil du temps, qui sont soit des engagements partagés à l'intérieur de l'entreprise, je pourrais l'évoquer à la fin, et notamment la vie des salariés dans l'entreprise, ça nous paraît aussi important. Mais en premier lieu, je voulais vous parler du travail qu'on fait au niveau des filières agricoles. On travaille avec des paysans, je vais utiliser le terme. On travaille avec des agriculteurs, des paysans, et c'est, je dirais, un des fondements de notre entreprise que de construire cette relation avec des producteurs. Alors, si on commençait par une définition, qu'est-ce que c'est qu'une filière? Alors, tout le monde peut avoir sa propre définition, et c'est un terme qui est plutôt couramment utilisé aujourd'hui. Pour nous, c'est alors fondamentalement une chaîne de valeur où chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Je le dirais différemment. Je pense que dans une filière, il faut savoir exercer son métier, mais exercer que son métier. Et faire en sorte qu'on trouve les partenaires qui puissent exercer eux-mêmes leur propre métier et leur savoir-faire. Ne pas faire à la place des autres, et faire en sorte qu'on sache s'associer et associer les compétences dans une filière agricole. J'aurai l'occasion juste après de vous décrire quelques filières. Deuxième point que je voulais évoquer, pour nous qui sommes transformateurs, on produit des pâtes, on produit des biscuits, on fabrique différents produits à nos marques, des tartines craquantes à la marque Pain des Fleurs. Pour nous, il est important, il est indispensable de disposer des approvisionnements dont on a besoin. Et pour disposer de ces approvisionnements, notre travail, et le travail qu'on va conduire avec les producteurs avec lesquels on est engagé, c'est de faire en sorte qu'on puisse parallèlement conduire nos propres développements, que ce soit le développement des productions sur les exploitations ou le développement de nos activités dans nos outils de production. Alors, je vais vous citer rapidement quelques filières qui sont les filières historiques
et je regarde certaines personnes dans la pièce qui les connaissent. On a quelques filières historiques sur lesquelles on travaille, et depuis des années. Alors la première et la plus, je dirais, emblématique, c'est celle du petit épaule de Haute-Provence. Tu as cité le produit petit épaule, tout c'est toi, David. On a, depuis un peu plus de 20 ans, mis en place un travail de fond avec un groupe de producteurs. Ils étaient 6 au début, ils sont 82 aujourd'hui, pour permettre le développement de cette production qui est basée en Haute-Provence, donc vous le situez sur la carte, dans une géographie qui est parfois, ou dans des territoires qui sont parfois un peu hostiles, des fermes à plus de 400 mètres d'altitude. Et bien, le travail qui a été fait, c'était de construire quelque chose qui permette d'implanter cette production sur les exploitations. On a franchi une étape il y a 2 ans, et je trouve que c'est aussi un bon modèle à présenter. On a franchi une étape il y a 2 ans. Un des fondateurs et un des participants du départ projetait sa retraite. Il avait acquis un savoir-faire intéressant, notamment en matière de transformation du petit épaule. Vous savez qu'il faut le décortiquer pour pouvoir l'utiliser. Et donc, on s'est mis autour de la table avec lui et on s'est dit, tout ce savoir-faire, il a une valeur, il a un intérêt pour les 70-80 producteurs qui étaient rentrés dans le projet. Et donc, on s'est mis autour de la table et on a créé avec lui une société dans laquelle il a pu transmettre ses outils, son savoir-faire, former des gens dont la compétence aujourd'hui est totalement appréciée. Et aujourd'hui, la société, qui s'appelle Bio-Embrun, comme le nom des embrunts, est en place avec des producteurs qui sont au capital, l'entreprise Equibio qui détient une part du capital, que 24%. On n'avait pas vocation à être majoritaire dans une entreprise comme celle-ci. Et donc, on a fait en sorte que le savoir-faire perdure dans le temps. Et aujourd'hui, on est satisfait de voir que nous sommes sur la 2e campagne de transformation et les choses fonctionnent, sont en place. Deuxième filière dont je vais vous parler très rapidement, le quinoa de Bolivie. Alors quinoa, je vous situe, là c'est une géographie un peu plus lointaine, mais vous voyez à peu près tous où on se situe. L'altiplano bolivien, 3500 mètres d'altitude, de petites exploitations, entre 5 et 10 hectares, des producteurs qui sont essentiellement éleveurs et également producteurs de quinoa. C'était en 1996, je crois. Didier a découvert cette graine et il a été sur place, rencontrer les producteurs. Il en parle bien, il le décrit encore mieux que moi. Il a été rencontrer les producteurs et à cette époque-là, il a décidé d'investir sur un premier outil de transformation qui aujourd'hui fonctionne et est en place. Et là aussi, pour assurer la transmission, on a procédé au cours de ce début d'année à la transmission de l'outil à des producteurs qui avaient participé au travail depuis le début. Donc la société qui s'appelle Ratari est aujourd'hui détenue par des producteurs et à partir de cette unité de production, on récupère la graine de quinoa après sa première transformation pour l'intégrer dans nos propres outils qui soient à Pau ou à Givors. Voilà, ainsi de suite. Je ne vais pas toutes les décrire avec tant de détails, mais la troisième filière, c'est la filière du riz bio de Camargue. Là aussi, vous situez géographiquement. Notre travail, ça a été de trouver des opérateurs qui sont en capacité d'assurer une production qui correspondait au développement de la consommation du riz bio. Aujourd'hui, et de la même façon, on a créé un partenariat avec des producteurs, un premier transformateur, un usineur, qui est en photo d'ailleurs sur cette planche. Et ce partenariat nous a permis de faire en sorte de développer la production bio au cœur de la Camargue. Vous le savez tous, la Camargue est un territoire très particulier, une des plus grandes surfaces en eau d'Europe. Eh bien, le territoire de la Camargue ne pouvait pas faire autrement que de disposer d'une production bio pour être en cohérence avec tout le travail qui est fait au niveau environnemental. Donc aujourd'hui, à quelques pourcents près, je crois que le riz représente
enfin la bio en Camargue, représente 20% des surfaces, ce qui, pour vous situer par rapport au territoire français, aujourd'hui la production agricole bio est de l'ordre de 5 à 6%. Donc on a une forte emprise de la bio sur le territoire de la Camargue. Le blé dur, donc vous voyez à quoi sert le blé dur, fabriquer des pâtes. On a ici une unité, enfin un pauvre, une unité de production de pâtes sèches. On avait besoin de disposer durablement, là aussi, de production de blé dur pour pouvoir, de semoule de blé dur, pour pouvoir accompagner le développement de la consommation des pâtes. Donc là aussi, on a créé, dans un format un peu différent, une association avec des différents opérateurs, association, là aussi des différents savoir-faire, des collecteurs, des producteurs, de façon à pouvoir accompagner ce développement. Pour vous donner un ordre d'idée, le blé dur représentait en 2014 environ 50 tonnes de notre consommation sur les 1800 tonnes de semoule que l'on consommait. En 2019, le blé dur représentera, Origine France, environ 800 tonnes sur les 2200 tonnes que nous allons transformer. Donc il y a une forte progression, et ça c'est aussi par le travail qui a été fait pour organiser les choses avec les producteurs. Donc, je vais passer rapidement sur ces différentes photos, d'autant plus que je vois que c'est un peu long. Peut-être pour finir sur le thème des filières, j'ai essayé de reprendre sur cette planche notre vision des choses, et je pense que c'est important de dire qu'en priorité, une filière, c'est d'abord et avant tout une relation humaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas imaginer de structurer une filière si on ne se met pas en relation avec les différents opérateurs, si on ne comprend pas ce que tu viens de nous expliquer, la problématique d'un éleveur ou d'un producteur. Et donc il y a un gros travail qui doit être conduit de découverte, de compréhension, pour faire en sorte qu'on parle le même langage et qu'on puisse, au bout du compte, partager des objectifs communs. Ensuite, dire qu'une filière, c'est un engagement dans la durée. Et effectivement, si on veut donner aux producteurs avec lesquels on travaille une certaine lisibilité, et qu'ils puissent eux-mêmes prendre des décisions dans leur orientation d'exploitation, il faut qu'on arrive à projeter suffisamment loin, et avec la précision qu'on peut avoir, mais suffisamment loin nos projets, pour faire en sorte qu'on puisse être d'accord sur les engagements qu'on doit prendre. Confiance, évidemment. On ne peut pas fonctionner autrement que par la confiance. Alors la confiance n'exclut pas de formaliser les choses. On met en place des contrats pluriannuels, contrats de 3 ans au minimum, pour faire en sorte que là aussi, il y ait une bonne compréhension de ce que seront les prix. Pardon, peut-être que je le bouge entre-temps. Qu'il y ait une bonne compréhension de ce que seront les conditions d'échange dans le temps. La confiance étant un des piliers de cette relation. Rigueur, bien entendu, équité. Alors c'était le thème aussi de l'intervention que tu nous proposais, David. Équité, faire en sorte qu'on entende qu'un producteur, aujourd'hui, il a un coût de production qui augmente parce que l'électricité augmente, les frais, la MSA augmente, etc. On doit être en capacité, à notre niveau et dans le rôle qui est le nôtre, de faire en sorte que cette réalité puisse être reportée jusqu'à la consommation et faire en sorte que ce soit acceptable aussi pour un consommateur que d'accompagner l'évolution du prix de revient d'un agriculteur. Et puis dans la durée, ça correspond aux engagements dont je vous ai parlé sur le petit épaule, sur le quinoa ou sur les autres productions. Dernier mot sur les filières, on a fait en sorte, et ça c'est important par rapport à la mission qui est la nôtre, je ne vous l'ai pas dit au début, nous commercialisons l'ensemble de nos produits exclusivement auprès des réseaux des magasins spécialisés bio, c'est-à-dire que toutes les marques que vous pouvez connaître de notre entreprise ne sont présentes qu'en réseau spécialisé bio, Biomonde bien sûr, mais d'autres qui sont proches d'ici. Et dans ce cadre-là, on a travaillé avec plusieurs entreprises, plusieurs PME qui étaient engagées comme nous historiquement dans la bio, pour créer un label que vous voyez ici, qui s'appelle le label BioPartner. Et ce label, la provocation, c'est de faire identifier, tout du moins auprès du consommateur, tous les engagements que les
entreprises peuvent prendre, et notamment dans le cadre du commerce équitable et les règles du commerce équitable qu'on fait en sorte d'appliquer également dans les relations de proximité avec les producteurs avec lesquels on travaille. Donc ce label, qui aujourd'hui est porté par 42 entreprises dans différents domaines, du chocolat, des huiles, etc. Ce label, on l'espère, va devenir un label de référence. Il est reconnu par la plateforme française du commerce équitable. Et c'est une satisfaction, alors c'est peut-être en avant-première. On va signer un accord avec le syndicat des réseaux des magasins spécialisés bio, très prochainement. On va signer un accord pour faire en sorte que ce label soit aussi le label de la distribution. Et l'idée est de faire en sorte que nos engagements et tout le travail qui a été fait à travers ce label puisse aller de la production, de l'agriculteur, jusqu'au consommateur, dans tous les réseaux dans lesquels on peut travailler. Voilà pour le message que je pouvais vous faire passer sur les filières. Alors, David m'avait dit qu'il faut aussi parler de l'entreprise et peut-être pas le côté plus obscur, mais le côté qu'on ne voit pas. L'entreprise, c'est la vie dans l'entreprise, la vie de l'ensemble des collaborateurs. Je vous disais que l'effectif avait beaucoup évolué au cours de ces dernières années. On n'est pas des gens d'exception. On fait en sorte de travailler dans le respect de nos collaborateurs et on fait en sorte de les associer au plus possible, au plus près possible dans la vie de l'entreprise. Ça nous amène à faire des choses que certains connaissent. On fait des groupes de travail, on les fait participer à l'aménagement des bureaux. L'aménagement des bureaux n'est pas une décision du patron de l'entreprise. L'aménagement des bureaux doit être porté aussi par les collaborateurs. On propose aux collaborateurs d'investir un peu de leur temps aussi dans la vie de l'entreprise, notamment à travers la fondation Equibio, qui accompagne des projets en local, voire même un peu plus loin. Donc on fait en sorte que nos équipes soient dans de bonnes conditions et soient dans un même engagement que ce qu'on peut avoir pour être en cohérence par rapport à ce que je vous ai expliqué. Donc c'est un travail de tous les jours, c'est notre volonté de faire en sorte que les gens puissent adhérer à nos projets et faire en sorte aussi qu'eux trouvent un engagement durable dans l'entreprise, durable au sens où on souhaite que tous ceux qu'on forme, on les garde auprès de nous. Et ça, c'est le vœu qu'on formule régulièrement. Voilà pour l'entreprise. Je ne sais pas, je répondrai à vos questions, vous en aurez peut-être. Donc merci à Bernard Martin d'avoir exposé un peu ce que pouvait proposer et faire le groupe Equibio dans le cadre des filières et du développement du marché de la bio en ce moment. Donc on a encore franchi une étape, on va en refranchir une avec maintenant la partie distribution, avec Marjorie François, donc, qui est présidente de Biomonde et qui va présenter un petit peu la position et les actions de Biomonde dans le cadre de ce qu'on veut évoquer aujourd'hui, donc l'éthique et l'équité en bio. Bonjour à tous, moi Marjorie François, j'ai un magasin bio à Villefranche-sur-Saône, donc bon, pas très loin, c'est pas dans le Pilat, mais c'est pas très loin d'ici, que j'ai repris en 2010, donc j'ai pas fait ça toute ma vie non plus, comme beaucoup de gens dans le bio en fait, c'est beaucoup de deuxième ou troisième expérience professionnelle. Et effectivement, j'assure la présidence de Biomonde depuis un peu plus d'1 an. Biomonde, c'est pas forcément un réseau qui est très connu du consommateur final, parce que c'est une coopérative de magasins bio indépendants. Donc à la base, c'est plus de 200 magasins qui sont regroupés aujourd'hui sous forme de coopérative. Et pour nous, c'est très important, la forme coopérative est très importante, parce que ça dit vraiment quelque chose de la manière dont on va fonctionner. Aujourd'hui, dans les réseaux de magasins bio, il n'y a que 2 coopératives qui existent, c'est Biocoop et Biomonde. Les autres, c'est d'autres structures, ce sont souvent des franchises ou des réseaux intégrés. Ça a été créé il y a 27 ans maintenant, donc, mais comme c'était uniquement des magasins indépendants et que le nom Biomonde n'était pas porté, c'est peu connu du grand public.
Mais vous en avez tous à proximité, et puis vous en avez pas des moindres ici, puisque vous avez le panier du Pilat qui appartient au groupement Biomonde. C'est une coopérative, ça veut dire qu'en gros, toute la base de nos décisions, de nos orientations est prise en Assemblée Générale. Donc là, vous avez la photo de la dernière Assemblée Générale. Et c'est vraiment là qu'on choisit collectivement les orientations. C'est aussi là qu'on élit notre conseil d'administration qui va gérer la coopérative au cours de l'année. Et c'est vraiment un moment, c'est de la démocratie, et c'est une démocratie très vivante puisque chacun prend part, discute, et ensuite, une fois qu'on a décidé, on va dans la même direction ensemble. Après, on a évidemment des structures, je ne vous les détaille pas, qui permettent de faire vivre la coopérative au quotidien, et avec un petit groupe de salariés, puisqu'aujourd'hui, on a, pour tous les 200 magasins, on a 16 salariés qui gèrent au quotidien la coopérative, mais toujours en binôme avec des adhérents, puisque le principe de la coopérative, c'est que les adhérents, donc les gérants de magasins, donnent du temps et de l'énergie pour faire vivre cette coopérative. Donc c'est bénévole, on participe collectivement à ce fonctionnement, et ça c'est vraiment très important parce que ça nous permet de garder toujours le contact avec le magasin et donc avec le client final, parce que c'est que des petites structures, ce qui fait qu'on est au contact au quotidien avec nos clients. Alors effectivement, le monde de la bio bouge beaucoup de ces dernières années, et il y a à peu près 3 ans, on a vraiment mené une réflexion pour savoir ce que nous, Biomonde, qu'est-ce qu'on voulait porter comme valeur, qu'est-ce qu'on voulait défendre, et vers quoi on voulait aller. Et c'est un peu de ça qu'est née la structuration du groupement aussi, parce qu'on se fait beaucoup bousculer par des nouveaux acteurs qui arrivent, qui viennent uniquement par pure philanthropie et pour développer la bio à fond. Mais quand on voit au quotidien ce qu'ils font, on s'est quand même posé pas mal de questions. Donc on a vraiment choisi quel positionnement on voulait avoir et comment on voulait aller vers ça. Et donc là, c'est un peu le résultat de ce travail. Nous, on veut vraiment avoir une vision de voir la bio autrement et de la voir ensemble, c'est-à-dire d'accompagner chacun dans son parcours, chaque consommateur dans son parcours. On arrive tous, la bio c'est pour tout le monde, ça commence par les œufs, et puis après on se pose des questions, puis après on retrouve les étiquettes, on retrouve les emballages, et on progresse petit à petit là-dedans, et ensuite on se dit, ah il y a des emballages, s'il n'y en avait pas, ce serait mieux. C'est vraiment un parcours, on ne se réveille pas le matin en disant à partir du moment, ça y est, je suis bio. C'est pas vrai, c'est un cheminement. Et ce qui est important, c'est de prendre chacun là où il en est, et puis de l'accompagner dans cette démarche-là, où qu'il soit, même si on vient juste parce qu'on a son premier enfant et on se dit, il faut que les soupes elles soient bio, pas de souci. On prend les gens comme ça, et c'est important de les accompagner vers ça. Et du coup, nos magasins, on s'est dit comment on va garder le cap dans toute cette mouvement, comment on va garder le cap et comment on va faire en sorte de savoir ce qu'on a dans nos magasins, parce que le risque il est là. Donc on a dit, il faut qu'on décide quels sont nos partis pris, avec qui on veut travailler, avec quels acteurs on veut continuer à travailler, et comment, du coup, on va sélectionner nos fournisseurs. Parce qu'il y a beaucoup, ce que vous ne voyez pas forcément vous, il y a beaucoup de rachats, il y a des holdings financières qui rachètent des boîtes historiques. Alors heureusement, Kibio n'en fait pas partie encore, mais j'espère que ça ne viendra jamais. Mais il y a des grandes marques qui passent sous la coupe des acteurs du conventionnel. Par exemple, c'est pas dans l'alimentaire, mais je pourrais le citer. Vous avez le groupe Logona, donc des produits qui sont assez connus aujourd'hui dans tout ce qui est cosmétique, ont été rachetés par L'Oréal. Donc aujourd'hui, quand on achète une crème de jour Logona, finalement, on donne des sous à L'Oréal. Et nous, en tant que gérant de magasin, moi, ça me pose problème. Même si le produit, il est bio, il répond à tous les labels, il n'y a pas de souci, mais au-delà de ça, justement, en termes d'éthique et d'équité, j'apporte finalement mon argent à ces groupes-là, avec qui je partage à peu près aucune valeur. Et quand on est tout seul dans son magasin, c'est pas forcément facile d'être au courant de tout ça. Donc on a essayé de définir une grille d'évaluation qui va nous permettre de choisir avec qui on veut travailler de manière objective, parce qu'on n'est pas au courant de tout. Donc on a vraiment mis ça en place. On la voit pas la gueule. Avec pas mal de critères différenciants. Parmi ces critères, on va retrouver aussi justement quel est l'actionnariat de l'entreprise. Est-ce que c'est une société familiale? Est-ce que c'est une société qui est cotée en bourse?
Est-ce que son actionnariat il est en France? Est-ce que c'est des fonds de pension américains? C'est toutes ces dimensions-là. On va trouver justement, est-ce qu'ils développent les filières? Est-ce qu'ils sont engagés dans le développement de la bio? Et est-ce qu'ils promeuvent ce développement-là? Ou est-ce qu'ils font juste des coups sur le marché pour acheter des lots les moins chers possibles et puis en fonction des bons coups à faire, ils y vont? Comment ils travaillent avec leurs salariés justement? Quel engagement ils ont en termes de responsabilité sociale? Est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont cette approche-là aussi au sein de leur entreprise? Après, au niveau des produits, évidemment, quel label ils ont? Ils sont certes bio, ils font que du bio, ou est-ce que finalement le bio c'est 10% de leur activité et 90% c'est du pas bio? Est-ce que justement ils distribuent leurs produits surtout en magasins spécialisés, ou alors beaucoup en GMS, et puis ce qui reste, comme ils ne savent pas comment faire, eh ben, ils proposent aux magasins spécialisés. Donc il y a tous ces critères-là qui sont évalués, et ça nous permet du coup à la fin d'avoir une grille où on retrouve les différents points, et avec une note obtenue par cette entreprise-là, à côté de la note maximale qu'on pourrait obtenir. Et ça va permettre à nous de choisir avec qui on travaille, et de donner l'information aux gérants de magasins pour qu'ils connaissent mieux leurs fournisseurs. Et dans un deuxième temps aussi, cette grille, du coup, on peut s'amuser à l'appliquer à nos producteurs locaux, parce qu'on travaille tous le plus local possible. Et des fois, on dit « Ah, si c'est local, c'est merveilleux ». Ben, oui, dans le principe, oui, mais on se rend compte aussi que même en local, il peut y avoir même des petites structures qui finalement font 2 produits bio et demi parce que ça fait bien, mais sur le fond, à côté, tout leur élevage, il est en non bio, parce que c'est possible. Ils n'auraient rien à faire du bien-être animal, mais bon, ils ont 3 chèvres et demi bio dans un coin, ils vont les proposer. Donc il faut faire attention, enfin, on trouve que c'est notre responsabilité de faire attention à tous ces critères-là pour que quand vous venez dans nos magasins, bah, vous n'ayez pas tout ce travail à faire et que vous puissiez en fait acheter en confiance. Alors concrètement, comment ça se retrouve dans votre magasin? Ben, je vais tout simplement prendre l'exemple du panier du Pilat, puisqu'il vient d'ici. Aujourd'hui, ceux qui connaissent ce magasin, il est vraiment partie prenante dans l'écosystème bio et local. Et c'est ça ce qu'on a envie de porter, c'est vraiment de s'engager là-dedans et de faire partie de l'ensemble de la filière et de la développer. Donc par exemple, sur le côté agriculture biologique, aujourd'hui, au panier du Pilat, il y a plus de 30 producteurs locaux en bio. Il fait partie de l'animation du territoire. Je fais partie de l'organisation, par exemple, de la foire du Pilat tous les ans. Donc ça, c'est un exemple. Et il soutient aussi des producteurs via l'association de territoire en les soutenant financièrement. Donc c'est sa manière à lui de s'engager là-dedans. Au niveau énergie, aujourd'hui, l'énergie du panier Pilat, elle est achetée à Enercop, donc qui est un producteur d'énergie 100% renouvelable. Et aussi, il s'implique dans la création d'une centrale photovoltaïque du côté de Magla pour justement développer cet aspect-là. C'est le social, donc c'est effectivement bien traiter ses salariés, ne serait-ce en assurant qu'ils aient aujourd'hui ils ont l'indice maximal de la convention collective possible, et puis ils ont des mois de salaire en plus. Ils s'engagent aussi, ils accueillent des jeunes migrants, donc soit des jeunes migrants mineurs sous forme de stage, et ils ont même un contrat pro avec un jeune migrant majeur, donc qui travaille pour ça avec le service des mineurs non accompagnés de Condrieu. Et puis c'est l'environnement, évidemment ils trient leurs déchets, mais ils travaillent aussi pour réduire les emballages en proposant plus de vrac, en proposant de la consigne, en expliquant aux gens comment faire moins de déchets. Ils valorisent leur carton avec une entreprise voisine pour que ce soit plus un déchet, mais que ça permette de revenir une matière première. Et puis voilà, ils développent la consigne. Donc tout ça, c'est des exemples très concrets qu'on va retrouver dans les magasins pour apporter sa pierre à l'édifice. Alors effectivement, le postulat de base, il est que économiquement, il faut que ce soit pérenne. Parce que le panier de Pilat, ils n'ont même pas les subventions européennes. Donc eux, ils sont obligés d'avoir une pérennité économique, et c'est important. Mais au-delà de ça, il faut vraiment s'inscrire dans l'environnement. Et c'est finalement chacun à son niveau. Si chacun à son niveau, on joue le jeu de cette éthique, finalement, c'est là qu'on démontre que le bio, il est pérenne, et que c'est dans ces structures comme ça que vous pouvez avoir cette garantie, plutôt qu'en allant, je ne sais pas si c'est Carrefour ou Leclerc ou Intermarché dans le coin le plus proche, mais où ils sont tous là, ouais, ils sont tous là.
Et si ces gens-là, ils croyaient vraiment dans le bio, eh ben, ils n'offriraient pas 5% de leurs produits en bio. Ils feraient tout le magasin en bio s'ils y croyaient vraiment. Juste petit aparté, puisqu'effectivement on a évoqué Carrefour, Leclerc et les autres réseaux de la grande distribution. On a pris le parti de se dire que on compte sur l'intelligence collective pour pouvoir, entre guillemets, faire la part des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait très bien pu les inviter pour pouvoir éventuellement apporter ce qu'eux souhaitent faire et la manière dont ils voient la bio et tout ça, en sachant que voilà, chaque personne ici, chaque citoyen, chaque consommateur doit pouvoir, à la sortie de cette table ronde, et avec pas qu'à la sortie de cette table ronde, parce que c'est un peu présomptueux de notre part, mais du moins à la sortie d'une foire ou d'autres éléments qui permettent de nourrir un peu la connaissance et l'interconnaissance de chacun, de faire la différence, ou du moins d'essayer de juger de ce que chacun veut retrouver et de ce que peut être et doit être la conception de la bio. Voilà. On s'est plutôt dit qu'on allait présenter une bio qui correspond à celle qu'on veut promouvoir, et après, charge à chacun de choisir et de voir et de comprendre ce qui se passe autour de soi dans un contexte de développement de la bio très, très important en ce moment. Voilà. Donc je laisse la place à Jean-Noël Rodriguez qui présente du coup la fin de la filière, l'aval on va dire, avec la partie consommateur, avec une posture particulière de consommateur, puisqu'il représente les AMAP. Tout d'abord, merci. Bonjour à vous. Donc oui, voilà, représentant du réseau des AMAP de la Loire. Pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas, les AMAP, ce sont des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc voilà, je suis consommateur, citoyen comme vous tous, qui nous regroupons pour monter donc en place des AMAP, se mettre en lien avec des paysans qui vont donc nous livrer des produits qu'on leur a commandés à l'avance, voilà, en souscrivant un contrat avec des paysans. Voilà, c'est vite fait le principe d'une AMAP. Nous, au sein des AMAP, chaque AMAP est quand même un petit peu libre de son fonctionnement. On est quand même tous régis par une charte, voilà, une sorte de cadre qui lui régit comment doit se passer une AMAP. Après, chaque AMAP, dans ce cadre-là, va dessiner un petit peu ce qu'elle veut. Donc on est une vingtaine d'AMAP dans la Loire, on est tous similaires et différents à la fois, on a tous des choix qui ne sont pas forcément les mêmes, au niveau par exemple de la durée des contrats, au niveau de la fréquence obligatoire ou non des commandes qu'on passe, aussi au niveau des paysans avec lesquels on fonctionne. Dans chaque AMAP, on n'a pas toujours les mêmes paysans, on n'a pas forcément toujours les mêmes produits. On a beaucoup de produits en AMAP, alimentaires exclusivement, mais il n'y a pas que des légumes, c'est une chose qui revient souvent vers nous, on a beaucoup de produits. Produits dont on se fournit à travers des paysans locaux. Voilà, c'est vraiment un des fondements des AMAP. On va rarement au-delà de 80 km pour accueillir les paysans vers nous. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une proximité vraiment avec les producteurs qui vont nous fournir. Et cette proximité-là fait en sorte qu'il y a vraiment un lien qui se crée. Nous, au sein des AMAP, c'est notre volonté. C'est de pouvoir vraiment rencontrer les paysans qui vont toutes les semaines nous livrer les commandes qu'on leur a effectuées. Et voilà, ça permet vraiment de tisser un lien et de savoir qui va nous vendre les produits qu'on a commandés. C'est pour ça que nous, en AMAP, on tend quand même vraiment vers la bio, forcément. On a envie de manger des aliments les plus sains possibles, donc la bio est une très bonne solution par rapport à ça. Après, je ne vais pas vous mentir, certaines AMAP ne sont pas toutes 100% bio, certaines le sont, d'autres non, comme je vous disais, voilà, ça dépend des choix des AMAP, et aussi des paysans qui vont fonctionner avec nous. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est dans la mesure où ce sont des paysans locaux qu'on apprend à connaître, sur lesquels on va visiter les exploitations quand un contrat va se mettre en place avec un nouveau paysan. On a une approche assez particulière où des fois, ça arrive qu'on se passe de la labellisation du bio, parce que le paysan, quand on voit le travail qu'il fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'étiquette bio par-dessus qui va être apposée pour avoir confiance dans sa démarche de comment il va travailler. Voilà, c'est sûr que le label
bah oui, atteste vraiment, en effet, là on a la preuve, mais on n'a pas forcément d'avoir vraiment besoin de cette étiquette pour avoir cette preuve-là derrière. C'est vraiment un engagement entre le consommateur et le paysan, et voilà, une confiance qui se met en place. C'est quand même quelque chose que je voulais mettre en avant. Après, nous, en ce qui concerne l'éthique, justement, le fait qu'on soit dans des paysans locaux, pour nous, c'est un plus, parce qu'on parle de bio, oui. Alors après, en effet, il y a la bio des grandes surfaces, et il y a la bio des AMAP. Et pour moi, c'est pas la même, parce que quand on va dans une grande surface acheter un produit bio, oui, peut-être qu'il va répondre à tel ou tel cahier des charges, mais peut-être que le produit va venir du fin fond de l'Espagne, et que vous allez peut-être aller acheter une tomate bio en plein hiver, qui va être cultivée dans une serre au fin fond de l'Andalousie, une serre qui va être chauffée, une serre qui va peut-être utiliser des personnes sans papier qui vont être exploitées et payées à bout de fronde pour travailler. Voilà, et pourtant, la tomate va être bio. Oui, on va l'étiqueter bio, il n'y a pas de souci là-dessus, mais elle va venir dans votre assiette en plein mois de décembre. Nous, au sein des AMAP, ça n'existera jamais, ça. Ça n'existera jamais parce qu'on a des producteurs qui sont donc locaux, donc dans le coin, enfin, le gars qui va faire pousser une tomate ou une fraise au mois de décembre, je l'attends de pied ferme et je tirerai mon chapeau bien bas parce que voilà. Du coup, voilà, nous on a vraiment une approche assez particulière quant à ça. C'est voilà, une des spécificités. Après, au sein des AMAP, quand on parle d'équité, pour nous ça nous parle, forcément, ça nous parle énormément. Les AMAP, on peut se vanter quand même d'être le seul moyen de distribution dans lequel il n'y a pas d'intermédiaire. Les AMAP ne sont pas là en tant qu'intermédiaire. Et 100% de ce qu'on va payer, de ce qu'on va acheter, revient aux paysans. C'est dans ce sens-là vraiment que pour nous, on maintient et on soutient l'agriculture paysanne. Voilà, donc c'est pour nous vraiment la plus haute forme d'équité qu'on puisse fournir. Quand je vais acheter mon panier de légumes à 11 €, je sais que les 11 € viennent en totalité au producteur. Donc là-dessus, on peut vraiment se tarrer d'être les seuls à fonctionner comme ça. On est tous bénévoles au sein des AMAP, au sein du réseau de la Loire, nous sommes aussi tous bénévoles, ce qui fait qu'on n'a pas des coûts qui se répercutent sur le prix des produits. Voilà, c'est une spécificité qui est vraiment unique aux AMAP. Que dire de plus? Nous, oui, comme je vous disais, on peut des fois se passer du label bio parce que nous, on va vers d'autres formes de produits qui, elles, par contre, sont vraiment de l'agriculture paysanne. Et l'agriculture paysanne, c'est une forme d'agriculture, elle aussi régie à travers une charte qui défend des fondements, des valeurs qui sont bien spécifiques et qui sont quand même établies. Du coup, on a une agriculture qui va tendre le plus possible vers l'autonomie dans les fermes, de manière à ce que les paysans puissent être autosuffisants. Voilà. On parle souvent de réduction aussi des déchets, d'économie des ressources. On parle d'économie qui va être solidaire. Enfin voilà, c'est un petit peu de tout ça qui est l'agriculture paysanne. Voilà. Après, que rajouter de plus? Je vois pas trop. On a un stand si jamais dehors, vous pouvez passer nous voir, ce sera avec plaisir. Et voilà. Un grand merci à vous d'avoir présenté ce que vous faisiez et vos combats au quotidien. Et je passe maintenant la parole à l'assistance. La première question est toujours la plus difficile à poser. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Merci. La question s'adresse à toute la filière. Je voudrais savoir aujourd'hui ce que vous pensez, quels sont les axes de progrès, étant donné l'état du monde et les besoins de la planète. Quels sont les axes de progrès que vous voyez chacun à votre niveau? Bon, c'est un peu large comme question, j'avoue. Je vais essayer de faire court, mais on a tous notre responsabilité à exercer dans ce domaine. Bon, vous le savez tous, et puis vous êtes, j'imagine, des gens très avertis sur ce genre de sujet. On consomme, pour s'alimenter, des protéines. Nous, on croit beaucoup au développement des protéines végétales. Alors,
je vais rentrer sur quelque chose de beaucoup plus concret au niveau de notre entreprise. On fait en sorte, à travers le travail qui est fait par nos équipes d'innovation, on fait en sorte de valoriser autant que faire se peut toutes les protéines les plus locales possibles aussi, valoriser ces protéines pour en faire des produits qui vont satisfaire nos besoins alimentaires. Donc ça, je pense que c'est, au niveau de notre rôle de transformateur, c'est notre responsabilité que de travailler ce genre de sujet. Ensuite, je crois que tu disais, on en a à peu près pour 3 heures à répondre à la question. C'est un vaste débat. Effectivement, trouver des solutions pour produire le plus local possible, valoriser un riz plutôt en Camargue qu'ailleurs, essayer de trouver une solution pour produire les lentilles le plus près de nos outils de production. Voilà le défi qui est le nôtre et sur lequel on s'emploie. Moi, je pense qu'un des axes de progrès, c'est déjà, bon là on était sur les protéines végétales, mais je dirais que si on mange des protéines animales, il faut en manger de bonne qualité. Ne pas manger du poulet tous les jours, mais le jour où on en mange, le prendre d'une filière où on sait que déjà les animaux ont été traités correctement, les paysans qui gèrent ces animaux ont été traités correctement eux aussi, donc par un prix juste. Et puis pas de gâchis alimentaire. Je veux dire, on sait aujourd'hui que dans ce qu'on produit, enfin, dans toute la masse de production aujourd'hui, il y en a quasiment 20% qui part à la poubelle. Parce que, et ça, en tant que consommateur, je veux dire, on est tous pareils, entre la jolie pomme, bien jolie, bien ronde, bien machin, et puis celle qui a l'air un tout petit peu plus fripée, un peu plus trop petite, trop grosse, trop machin, et bien quasiment 95% des gens, ils vont prendre celle qui est jolie. C'est humain. Mais sauf qu'aujourd'hui, à partir du moment, en tant que consommateur, on peut aussi dire, eh ben non, moi je m'en fous si l'abricot il est petit, ou il est gros, ou il est tacheté, ou machin, il peut être très bon. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose en tant que consommateur qu'on peut tous faire. Ce choix-là ouais, c'est un petit peu, ouais, c'est pas exactement comme ça, mais on s'en fout, quoi. Ça peut se manger, sinon ça finit à la benne. C'est quand même, il y a des centrales d'achat aujourd'hui qui refusent des tonnes de produits à des producteurs, et ça se retrouve, mais c'est quand même effarant qu'on en soit là. Donc après, quand on nous dit est-ce que le bio peut nourrir le monde, si on commençait déjà par acheter 20% de ce qu'on produit, ça serait vachement mieux, quoi. Les pistes de progrès, effectivement, on en a tous plein en tête, c'est à tous les niveaux. Donc, en tant que consommateur, effectivement, c'est peut-être à coup par coup de progresser. On a tous conscience du truc qu'on ne fait pas encore et qu'on pourrait faire. Donc, effectivement, nous, distributeurs, c'est aussi accompagner, vous expliquer les choses, des trucs tout bêtes sur le gaspillage alimentaire. Nous dans le magasin, on a les produits qu'on vend, et puis après on a les produits où on a écrit plus très vendables, mais encore, c'est deuxième chance, quoi. Et puis à la fin, on a encore un endroit où on dit, ceux-là on peut plus les vendre, mais on vous les donne. Servez-vous, parce qu'ils sont, oui, le poivron il a le goût qui est pourri, etc. Mais la autre moitié du poivron est utilisable. Donc là-dedans, et puis encore derrière, après on fait le compost pour les animaux. Donc on peut tous mettre en place des choses pour aller au bout. Alors nous, notre responsabilité, c'est effectivement de vous accompagner, c'est aussi de faire des choix de ce qu'on met dans les magasins qui vous aident à franchir le pas. Typiquement, si plutôt que d'avoir 2 mètres linéaires de riz italien, si je fais le choix de mettre peut-être qu'un mètre linéaire de riz de Camargue et que je propose pas de riz italien, du coup, alors c'est un peu au forceps, mais vous voulez du riz, c'est du riz. Mais c'est aussi, alors, notre responsabilité. Et en vrac, évidemment. Mais c'est aussi notre responsabilité à nous, et les pistes de progrès, on en a là-dessus. D'en parler, c'est de choisir, de réapprendre les saisons aux consommateurs, parce que plein de gens. Alors, les tomates, ça va, tout le monde connaît à peu près la saison des tomates, mais alors la saison de l'avocat, par exemple. Voilà. Qui connaît la saison de l'avocat? Et nous, les premiers, des fois, on se dit, mais alors ça, c'est la saison, c'est pas la saison.
Donc il y a tout ça à réapprendre et à refuser d'avoir des tomates de serre chauffées, sachant que c'est compliqué parce que nous on pousse ça, et de l'autre côté les industriels ils poussent au niveau de l'Europe avec des lobbyistes et avec pas les mêmes moyens que nous pour dégrader le cahier des charges, sachant que dans le cahier des charges il n'y a que la production, il n'y a pas l'éthique et l'équité, ça n'existe pas dans le cahier des charges bio. Donc il y a tout ça à prendre en compte, et piste de progrès il y en a plein. Après, c'est la parabole du colibri, quoi. Il faut que chacun en prenne notre part, et si chacun en prend notre part, globalement, on peut y arriver. Et puis après, il y a le côté citoyen, on peut aussi faire plein de choses en tant que citoyen. Donc prenons le taureau par les cornes, en gros, on peut y aller, quoi. Moi, je voudrais rajouter un petit élément. Après, c'est pas évident pour tout le monde, en effet, mais je pense que l'avenir, il est là, il est nous, l'avenir. Les produits sont produits, justement, parce qu'on les consomme, parce qu'on va les acheter. Le pouvoir, il est dans notre porte-monnaie. Le pouvoir, il est que si tout le monde arrête d'aller acheter des produits industriels, des produits pas forcément bons, au-delà même du bio, si on arrête d'acheter tous ces produits-là, ils seront plus vendus, ils seront plus produits. Ce qui se passe, c'est que tant que les grandes firmes industrielles continuent de vendre leurs produits, comment dire, j'ai du mal à merci, c'est pas moi qui l'ai dit, mais tant que ces produits-là vont continuer à être vendus, ils vont continuer à les produire. Si on veut accompagner une forme de transition, c'est à nous en tant que consommateurs aussi à se responsabiliser et en refusant d'acheter ces produits. Si toute la France, toute la planète arrêtait d'acheter ces produits-là, ils arrêteraient de les produire. Après, voilà, c'est à se responsabiliser et à essayer de maîtriser au maximum ses achats. Quand tu parles d'avocats, là, ça me fait un peu mal au ventre. Alors oui, je connais pas la saison des avocats et franchement, ça me va très bien. J'aime les avocats, mais je peux pas passer d'en manger, et les apports nutritifs de l'avocat, je peux sûrement les trouver ailleurs, dans des produits locaux qui ne feront pas, alors là c'est même plus 1000 ou 2000 km pour l'avocat, c'est 7-8 000 km pour venir dans votre assiette. Mais moi je pense que c'est là, et en allant s'approvisionner justement dans des filières bio, dans des magasins spécialisés, dans les magasins de producteurs, à la ferme, dans nos AMAP, en allant acheter dans ces filières-là, on leur barrera la route, parce que oui, le pouvoir principal, il n'est pas dans nos urnes, le pouvoir principal, il est dans notre porte-monnaie. Donc je pense que c'est à nous, vraiment, consommateurs, d'accompagner cette transition. Et plus on sera nombreux à aller vers tel type de produits, vers des produits bio, vers des produits locaux, vers des produits d'agriculture paysanne, et plus les producteurs, les exploitants, parce qu'ils sont encore exploitants à ce niveau-là, se poseront des questions, ah oui, mais peut-être qu'en fait ce que je fais, ce que je produis, les gens n'en veulent plus. Et peut-être que ces gens-là, ils vont réfléchir et à se dire, je vais peut-être faire autre chose. Peut-être qu'au lieu de continuer à mettre des pesticides, je vais peut-être arrêter. Et en effet, mes produits à base de pesticides, ils ne se vendent plus. Peut-être que j'ai intérêt aujourd'hui à faire de la bio. Et à nous, en tant que consommateurs, plus on va aller vers ça, plus ça va peut-être être intéressant pour les exploitants de devenir paysans. Et aussi accompagner le développement d'installations de nouveaux, en leur montrant, oui, on est là, on a envie de consommer des bons produits. Maintenant, en effet, il n'y a pas forcément des produits pour tout le monde. Il faut quand même avoir un certain niveau de vie dans son portefeuille pour pouvoir acheter bio, pour pouvoir acheter des bons produits. Malheureusement, il y a des gens qui sont encore obligés d'aller dans des surfaces discount à très bas prix, pour pas citer de marque, parce qu'ils n'ont pas de porte-monnaie pour s'acheter des 6 de bio à 2 €. C'est une réalité aussi, malheureusement. C'est un autre problème. Mais voilà, moi je pense vraiment, en tant que consommateur, on a une grande part quant au développement de la bio. Merci pour ces réponses. Prochaine question. J'avais une question à vous, je pense, madame, qui nous disait tout à l'heure qu'il y a certaines marques en fait, qui sont subventionnées par d'autres marques, quoi. Et maintenant qu'il y a des lobbies qui viennent dans le bio, comment on peut connaître les marques qui sont justement encore du Monsanto ou je ne sais pas quoi, déguisées, voilà, et qui se vendent dans les magasins bio, quoi. Comment on peut savoir ça? C'est pas évident, connaître toutes les marques qui sont mauvaises entre guillemets. Juste pour qu'on fasse ça, c'est juste pour compléter, ça complète la même question. Comme vous aviez l'air de nous dire, si vous avez été la parole tout à l'heure, dans les magasins type Bio Monde, on a donc la certitude en achetant un produit qu'on
dimanche, on n'apporte pas de l'eau au moulin de ces marques. On a pas envie de cautionner les uns les autres aussi. Alors en fait, comment savoir? Je vais répondre en fait. Comment savoir? C'est effectivement compliqué et en plus ça bouge. Donc du coup, on peut essayer, c'est compliqué, on peut se renseigner, etc. Et ça rejoint la deuxième remarque. Nous, Biomonde, on est une coopérative magasin indépendant. Donc chaque gérant a la liberté de faire l'assortiment qu'il veut dans son magasin. Donc c'est un travail qu'on fait et aujourd'hui on leur apporte l'information et on leur apporte la connaissance, mais c'est tout récent. Hein. On est en train de le faire depuis 6 mois, nous, de récolter. Et récolter, nous distributeurs, on pose la question à nos fournisseurs, j'ai un témoin à côté, on leur envoie la liste des questions. Voilà, dites-nous, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous faites ça? Vous n'imaginez pas la difficulté qu'on a pour obtenir les réponses. On est leurs clients, et quand on leur pose la question, eh ben pour obtenir la réponse, il faut se fâcher souvent. Donc, et forcément, ceux avec qui on a du mal à obtenir la réponse, souvent on comprend pourquoi après. Donc c'est difficile, effectivement. Nous, donc on essaie et c'est récent, d'obtenir ces réponses-là et de donner l'information aux gérants. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous assurer que dans tous les magasins du monde, vous n'avez que des produits qui répondent à ces critères-là. Puisque je dis, ça fait 6 mois que nous, on a attaqué ce projet-là et de donner l'information. Après, aussi, il faut, quand on connaît, quand on ne sait pas, et on peut aussi poser la question. Et si, c'est pareil, hein, on vote une fois par an, on fait ses courses toutes les semaines. Donc effectivement, quand on pose les questions au responsable du magasin, ça peut aussi le titiller, le mettre en alerte, lui faire se poser des questions à lui aussi, parce que les gérants, il y en a, ils sont sous l'eau comme ça, ils n'ont pas le temps de se poser la question, ils ne sont pas au courant, et évidemment. Donc, mais si, moi je peux vous assurer, si ça fait la 3e personne de la semaine qui vous pose la question sur le même sujet, forcément vous allez vous dire, je vais me renseigner, et c'est en achetant, même dans les magasins bio, et que ce soit un Biomonde, un Biocoop ou n'importe quel magasin bio, même dans les magasins bio, c'est en faisant ces choix de consommation et en posant des questions qu'on va petit à petit emmener tout le monde dans cette spirale vertueuse. Donc aujourd'hui, nous on n'est que des magasins indépendants, donc je ne contrôle pas ce que chacun de mes collègues choisit de mettre dans son magasin. Donc on essaie de leur apporter l'information. Collectivement, on est d'accord sur dans quel sens on veut aller. Après, c'est pas simple, parce que si du jour au lendemain je disais je veux enlever tous les fournisseurs qui vendent aussi des produits en GMS, et ben j'aurais plus rien à mettre dans mon magasin. La réalité, elle est là. Donc il faut aussi des compromis, et il faut aussi, nous c'est ce qu'on fait, titiller nos fournisseurs pour leur dire soyez vertueux, progressez. Il y a une anecdote avec Equibio, tu vas parler, il est là sur l'emballage. Ils avaient sorti des nouveaux gâteaux avec un emballage individuel. Nous on leur a dit, on leur a renvoyé en disant non, on n'en veut pas. Ne faites pas d'emballage individuel, c'est contre nature. Ils avaient des bonnes raisons, parce que c'était collant, donc du coup ils emballaient individuellement pour pas que ça se colle entre eux, etc. D'un point de vue industriel, ça se tenait. Et donc on leur a dit non, on n'en veut pas de vos gâteaux suremballés. Tant pis, on n'aura pas de gâteau au citron meringué, mais on n'en veut pas. Et du coup, j'avais discuté avec le patron d'Equibio il n'y a pas longtemps, il m'a dit ah ouais, quand même, ça nous a fait quelque chose. Et oui, en fait, vous aviez raison, mais ils avaient plein de bonnes raisons, c'était pas par. Voilà. Et donc, on a chacun ce rôle-là, donc quand vous allez dans un magasin bio, posez des questions. Justement, c'est des magasins à taille humaine. Et s'ils ne savent pas, je leur dis, si vous ne savez pas, je ne prends pas. Vous allez à un autre. Non, mais il faut. Voilà, je veux dire, on vote une fois par an, on fait nos courses toutes les semaines. Et là, je te rejoins complètement. C'est à nous de titiller, chacun à tous les niveaux. Nous, on titille nos fournisseurs, titillez vos commerçants, et nous, on titille aussi les producteurs qui nous titillent, et petit à petit, on progresse. L'emballage, c'est pareil. Moi, je travaille avec un fromager en direct. Au début, il nous a mis ça emballé individuellement. On lui a dit non. Donc, effectivement, elle a acheté les mêmes boîtes que tout le monde a dans la fromagerie. Et maintenant, on fait tourner sur ces boîtes-là. Et petit à petit, on progresse comme ça tous ensemble. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est un peu un coup de gueule parce que régulièrement,
quand on défend l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique, les médias, les premiers d'ailleurs, nous renvoient à la question, mais est-ce que l'agriculture bio paysanne peut nourrir le monde? Alors on essaye, on tourne autour, on dit oui, on pense que, on n'en est pas sûr, mais on espère et on pense. Et puis s'il n'y avait pas tout ce gaspillage, mais il y a une seule réponse à faire. C'est l'agriculture chimique et industrielle ne peut pas nourrir, et là elle l'a prouvé, elle ne peut pas nourrir le monde. Au mieux, elle peut très bien nourrir les financiers qui en vivent, mais l'agriculture industrielle et chimique a prouvé qu'elle ne savait pas nourrir le monde. Donc je crois qu'il faut qu'on arrête d'être un petit peu sur la réserve quand on nous pose la question. Oui, l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne peuvent nourrir les gens qui travaillent dedans, les gens qui elle les nourrit bien, les gens qui consomment cette agriculture parce qu'elle ne les fait pas mourir. Je crois qu'il faut qu'on soit offensif et qu'on arrête de répondre toujours. Les médias, bien sûr, on sait pourquoi, c'est eux qui posent ces questions, mais qu'on arrête de toujours répondre timidement, oui, non, l'agriculture industrielle, elle ne sait pas faire. Ils ont 50 ans pour nous le prouver, ils n'ont pas réussi. Donc, qui dégage et qui nous laisse la place. Ça n'était pas une question, mais c'était une belle intervention. Alors moi, c'est encore par rapport à Biomonde. Donc, j'ai cru comprendre que dans les 200 magasins, il y avait des magasins qui s'appelaient Biomonde. Alors, il y en a un près de chez moi qui me fait hérisser les poils, les cheveux, tout. Non. Oui. Bah, c'est les mêmes. Hein. Donc, ils ont dû s'enrichir très vite, d'ailleurs. Bon, bref. Et en fait, ces gens-là, j'arrête pas de leur dire, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont. Déjà, la quantité, ça fait peur. Les produits, ça fait peur. Quand on met des produits chars, par exemple, qu'on trouve dans les grandes surfaces, les fruits et légumes hors saison qui sont quand même achetés par les gens qui viennent dans ces magasins. Donc je ne comprends pas du tout comment ils peuvent avoir la liberté de se dire grand défenseur du bio. Alors je ne suis pas étonné du magasin dont vous me parlez. Déjà, à la fin de l'année, il ne sera plus Biomonde. Donc voilà, une des réponses qu'on a. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'a pas moyen d'imposer les produits à l'intérieur des magasins Biomonde. Par contre, on sait ce que je vous ai présenté collectivement, mis d'accord sur la manière dont on voulait travailler et vers où on voulait aller. Et par contre, la possibilité qu'on a, effectivement, c'est de dire de reprendre en fait l'adhésion Biomonde, de dire bah non, vous ne serez plus Biomonde. Alors c'est forcément 31-12, nous c'est une fois par an. Donc la seule possibilité qu'on a, c'est d'exclure un magasin du groupement. Voilà, c'est la seule. Dans nos statuts, c'est comme ça. La seule possibilité qu'on a, c'est d'exclure. On ne peut pas imposer un choix. Par contre, il y a des engagements quand on est Biomonde, et si donc les magasins ne respectent pas, la seule possibilité qu'on a, c'est de les exclure du groupement. Donc ça ne m'étonne pas, parce que moi, j'arrive pas à parler avec lui non plus. Donc si vous aviez trouvé le truc, ça m'aurait intéressé. Mais oui, c'est comme dans tous les groupements, dans toutes les associations, il y en a qui ne jouent pas le jeu, et justement, et c'est quelque chose d'important pour nous, oui, c'est un magasin qui gagne beaucoup d'argent, qui fait beaucoup d'argent, donc il y en a qui disent chez Biomonde, ah mais non, tu te rends compte, on va perdre beaucoup d'argent. Oui, mais on parle d'éthique et d'équité, on a déjà eu le cas, et on préfère ne plus les avoir avec nous, peut-être perdre de l'argent et que ce soit difficile financièrement par ailleurs, mais finalement être en phase avec nos valeurs. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est ça. Alors du coup, je vais peut-être moi compléter la question. Là, on a parlé de sortie du groupement. Ma question est la suivante. Maintenant, comment on fait, parce qu'a priori, plutôt mieux vaut être préventif que curatif, comment se passe l'adhésion ou l'association au groupement de manière à éviter ce genre de problématique. Alors il y a la question du cahier des charges pour pouvoir intégrer, et la procédure d'intégration d'un magasin indépendant au sein de Biomonde, et quels sont les garde-fous qui permettent justement d'éviter ce genre de dérive et qu'il y a un ADN et une logique commune, même si chaque magasin a priori reste indépendant. Alors effectivement, sur l'adhésion, aujourd'hui comment ça se passe? Donc on reçoit, alors il y a deux cas de figure, il y a le magasin qui se crée et le magasin qui existe et qui veut nous rejoindre. Donc c'est des cas de figure un peu différents. Sur le magasin qui existe et qui nous rejoint, quelque part c'est plus facile parce qu'on peut déjà aller voir ce
ce qu'il y a dans le magasin, donc ça donne quand même une bonne indication. On a des animateurs réseau, on en a 3 pour toute la France, donc pas beaucoup, mais bon, ils sont là. Donc ils vont rencontrer les gens, qui discutent avec eux, on leur présente la coopérative, on leur dit voilà la manière dont on veut fonctionner, quels sont un peu les droits et les devoirs. Et ensuite, il y a une commission qui se réunit une fois par mois. Et c'est au cours de cette commission qu'on épluche, et dedans il y a effectivement, on lit les statuts, on vérifie que dans les statuts ce soit obligatoire de faire du bio, on vérifie tout un tas de choses sur aussi la structure actionnariale de la société, parce qu'on peut créer un magasin bio qui finalement est détenu par une holding, qui est détenu par etc. Donc on vérifie tout un tas de critères comme ça avant d'accepter un magasin. S'il existe déjà, on va aussi voir si le voisin Biomonde le plus proche, qui des fois a un avis sur la question au-delà, et puis que ça peut avoir une conséquence pour lui en termes d'impact aussi. Voilà. Et pour un porteur de projet, c'est un peu la même démarche. Et souvent, les porteurs de projet, on leur demande d'aller passer du temps dans un autre magasin Biomonde, et c'est assez révélateur. C'est-à-dire que le gérant qui l'accueille, on se rend compte assez rapidement si la personne elle est dans la bonne dynamique, enfin dans la même dynamique, c'est pas forcément la bonne, mais dans notre dynamique ou pas dans notre dynamique. Donc c'est un peu les critères qu'on met en place derrière. Après, on récupère aussi les chiffres d'affaires chaque année des magasins. Donc du coup, on voit avec qui ils travaillent. Donc on a les différents fournisseurs avec qui ils travaillent, ce qui permet aussi de vérifier si par exemple un magasin fait 40% de son activité avec Char, on va se poser des questions par exemple. Donc il y a aussi ça qui permet de vérifier des choses. Et puis on va dans les magasins en fait. Je veux dire, quand on a fait pas mal de magasins, quand on rentre dans le magasin, on se rend vite compte, on ressent vite si on est en phase ou pas en phase, quoi. On a des réunions en région, c'est pareil, où on se réunit. Comme par hasard, les gens dont on parlait, ils ne sont jamais venus en réunion en région. Donc voilà. Merci. Alors, je prends la parole en tant que magasin Biomonde local pour revenir sur le magasin de Salaise et de la Lézieux. Donc, Biomonde demande toujours aux autres magasins autour de rencontrer le porteur de projet et de savoir comment on peut travailler ensemble. Alors, je me suis fait enfler comme beaucoup de monde chez Biomonde parce qu'effectivement, on devait coopérer ensemble, on devait aller chercher des fournisseurs locaux ensemble, etc., etc. Et ça, pour le coup, on les a jamais vus dans les réunions de région, là où effectivement l'information sur le réseau, les changements notamment de fournisseurs qui ont plein d'actionnariats, etc. Et je sais que Marjorie a pesé pour qu'ils sortent du réseau parce qu'effectivement, ils ne correspondaient pas du tout à notre charte et à notre façon de travailler. Donc voilà, je voulais juste répondre à ça. Bonjour, moi j'avais une question qui est peut-être assez générale. Je suis dans une famille où il y a une exploitation familiale qui est en conventionnel. Et du coup, je me posais la question des contacts qu'on pouvait avoir pour passer en bio et passer en transformation complète. Et se dire, ok, actuellement ils vendent dans une coopérative régionale qui fait de la transformation. Donc c'est plus dans le département du Puy-de-Dôme. Et du coup, je me disais, voilà, est-ce qu'on peut prendre, entre guillemets, le risque de se passer d'une situation qui est, entre guillemets, confortable, et prendre le risque de passer en bio, faire de la transformation, sans se dire, dans 2 ans, on va couler parce qu'on n'a pas réussi à passer le cap. Alors, je pense que dans les réponses qui peuvent être apportées, il y a évidemment Nathalie qui peut apporter sa pierre à votre réflexion. Et il y a peut-être aussi d'autres paysans ou d'autres porteurs de projets qui ont peut-être aussi cette réflexion et qui se demandent comment prendre, parce que c'est un pari, effectivement. Oui, c'est un gros pari, effectivement. Il y a l'ARDAB. L'ARDAB, qui est l'association régionale de la développement de l'agriculture biologique. Alors dans le Puy-de-Dôme, peut-être que ça porte un autre nom. Ouais. Donc c'est directement associé à la FNAB. On peut en discuter après, c'est pas un souci. Je vois qu'il y a Martial là-bas de l'ADR, il y a sûrement des choses aussi qui peuvent se faire avec l'ADR locale.
Moi je suis bretonne, en plus, alors le Puy-de-Dôme, je connais pas bien. Mais sur Aurillac, il y a l'ENIL d'Aurillac, qui est l'École nationale d'industrie laitière. Alors, on enlève le mot industrie. Aurillac est particulier par rapport à cette école-là. À Aurillac, il y a vraiment des formateurs qui travaillent sur la transfo fermière. Mamirol et Poligny, moi je suis allée là-bas, moi je ne le conseille pas. Parce qu'on est sur des grosses unités de production, je trouve que le fermier, ils ont un truc qui s'intitule fermier, mais il faut oublier. À Aurillac, il y a vraiment des formateurs qui travaillent sur des unités de production à taille humaine. Après, je ne sais pas combien de... Après, on n'est pas obligé. Alors, le passage en bio, lui, il se fait en 2 ans. Par contre, pour la transformation, on n'est pas obligé de se dire... d'ailleurs, je dirais, surtout, on ne fait pas ça. On ne se dit pas... moi, mon million de litres de lait, là, j'y vais, je le transforme tout du jour au lendemain. C'est pas possible. Parce qu'il faut trouver... Déjà, il faut se caler pour réussir à produire et à produire correctement. Trouver ses marques. Moi, avec la nouvelle fromagerie, j'ai mis... bien 6 mois avant de me dire, bon c'est bon, là je la maîtrise ma nouvelle fromagerie. Donc t'imagines, quand t'as jamais fait de fromage avant, c'est un peu compliqué quoi. Donc c'est de passer une partie, si c'est possible, avec le contrat lait que vous avez avec votre parce que ça, selon les sociétés avec lesquelles on commercialise son lait, des fois c'est plus compliqué. Mais je pense quand même que le passage en 1, je pense qu'on... Enfin, pour moi, le fait de transformer son lait et de partir d'une matière première, de fabriquer un produit et le vendre, même si c'est compliqué de tout vendre en direct, on n'est pas obligé non plus de faire tout ça. Parce que la vente en direct, c'est un truc qu'on n'a pas abordé, enfin, que j'ai pas moi abordé, mais c'est chronophage. Moi aujourd'hui, quand on me dit « Ah mais je comprends pas, sur le marché, vous le vendez quasiment le même prix que dans le magasin ». En fait, les 7 heures que je passe, moi, au marché, vous croyez que ça vient comme ça bah non, quoi. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vend mon produit, je trouve que c'est normal que je lui vende 25 à 30% moins cher. Il fait mon boulot de commercialisation. Donc, il faut aussi que chacun ait la place pour travailler. Si je lui vends le même prix que moi, je vends sur le marché, je trouve que c'est pas juste, en fait. C'est pas juste pour les gens qui m'aident à vendre, à commercialiser mes produits. Alors c'est en général quand même, on essaie d'avoir, de vendre un petit peu moins, mais faire que des marchés et faire que de la vente directe, c'est chronophage. Nous aujourd'hui, on ne fait pas de vente à la ferme, par exemple, parce que ça demande des heures de présence spécifiques. Ça veut dire que si on a du monde, bon bah tant mieux, mais sauf que s'il n'y a personne, à un moment, on peut difficilement... Enfin, c'est compliqué de se mettre à faire autre chose si on est interrompu. Moi, si je suis en train de fabriquer de l'atome, ben, je suis désolée, mais mon lait, quand il est en train de chauffer, ou quand je suis en train de décailler, ou quand je suis en train de mouler, ben, ils vont rester à la porte pendant 20 minutes, parce que tant que je n'ai pas fini cette opération-là, je ne peux pas servir un client. Et un client qui vient, ben, en général, il a envie de discuter. Moi, je suis bavarde comme une pie. Alors, je vais rester 20 minutes pour lui vendre un rouleau de fromage à 3,50 €. Laisse tomber, quoi, c'est même pas la peine. Donc, et si je suis de mauvais poil, en plus, il va le sentir, il va pas être content parce que lui, il avait envie de causer, quoi. Alors que moi, je suis un peu transparente, c'est pas une bonne idée. Donc, il faut aussi comprendre qu'un producteur, moi, quand on dit ah ouais, c'est dommage, je fais pas de vente à la ferme. Ah oui, on fait pas de vente à la ferme parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Sinon, je fais 90 heures par semaine et il y a un moment, moi, j'ai envie de faire autre chose, en fait. Et ça dépend aussi de... Voilà, si on est sur une route passante, donc ça c'est aussi que des questions qu'il faut se poser quand on veut se mettre à transformer. C'est bien de vouloir transformer, moi je trouve ça génial, parce que c'est hyper valorisant. Mais le faire graduellement, se rapprocher de fermes autour de vous qui font déjà ça, faire des stages, surtout ne pas se lancer sans aller, au moins qu'il y ait quelqu'un qui aille dans des fermes. Nous, on accueille super régulièrement des gens qui ont envie de se mettre à transformer. Il y a plein de réseaux où c'est possible, donc on peut en parler après si tu veux, et puis il y a plein d'endroits, structures, que ce soit pour le passage en bio, qui aident en fait, qui expliquent toutes les démarches. Et puis pour la transfo, c'est pareil en fait. Voilà. Peut-être une approche complémentaire par rapport à la question qui a été posée. Oui, alors là on parle d'accompagnement, de formation, d'information.
Et moi j'avais commencé, enfin j'avais 3 petits points là, mais j'ai commencé par un petit coup de gueule parce que ce matin on a entendu l'élu régional qui a dit on a augmenté les aides régionales de 15% à la bio. En fait, qu'est-ce que c'est que cette augmentation? C'est une augmentation des aides à l'investissement et puis d'autres augmentations indirectes en fait, parce que pour ça il faut une organisation, tout ça et toute une logistique pour permettre ça, donc ça ne renforce pas forcément aux agriculteurs. À côté de ça, il faut quand même aussi savoir que la politique régionale actuelle, ça a été aussi de réduire justement toutes les aides à ces structures intermédiaires, comme par exemple les associations de développement, bio, ARDAB, etc. C'est des dizaines de licenciements sur toutes ces associations, parce que les aides de la région ont baissé. Et quand on voit que, par exemple, ici, il y a 2 ans, suite à la première foire, il y a eu le projet de développer, par exemple, un marché bio sur le coin. Il y avait une proposition à Chavanel, ça s'est mis en place. Mais ça suppose quoi? Ça suppose aller chercher des producteurs, ça suppose faire un minimum de communication, ça suppose organiser des réunions, etc. Et là, c'est difficile quand on n'a personne sur le terrain. Et là, on a eu l'ARDAB, voilà. Pour aussi l'accompagnement, l'année dernière, un des projets, c'était aussi la restauration collective. C'est la même chose. Pour la reconversion, la mise en réseau, les formations, c'est pareil. Si ces structures-là, on commence par virer 3 salariés sur 10, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est le premier petit coup de gueule. Donc déjà, ce matin, on l'a bien dit quand même, hein, à la personne en question. Le deuxième truc, c'est que là, on parle de filière. Il ne faut pas oublier que cette idée de table ronde était partie du fait qu'on se rendait compte que dans notre secteur, il y avait beaucoup de gens qui démarraient des petites productions en bio, très diversifiées, sur des petites surfaces, mais la plupart avaient vraiment des gros soucis. Donc des soucis, ça peut être pour avoir un prêt, pour avoir une dotation d'installation, etc. Et il y en a pas mal qui finalement laissent tomber. Et c'est quand même cette agriculture-là aussi qu'on veut soutenir, quoi. Donc voilà, ça avait été un peu le démarrage de l'idée de cette table ronde-là. Donc voilà, je sais pas, il faut aussi qu'on ait ça en tête. Et puis le dernier point, c'était que les filières, elles sont multiples. Et là, on a parlé de 3-4 possibilités. Il y a aussi, on n'a pas évoqué Biolay. Biolay, ça a été quand même il y a eu un gros travail sur la région, là. Basile, il peut nous en parler. Bon, si on laisse parler, on n'a pas fini, on n'est pas sorti, mais je veux dire, sur le Pilat, il y a des communes où il y aura bientôt 100% des élevages laitiers qui seront en bio. Bon, ben voilà, ça contribue. Il y a aussi la ferme au quartier, Saint-Étienne, bon, qui n'est pas spécifiquement bio, mais un gros travail pour essayer d'apporter des produits de haute qualité et le plus possible bio à des personnes, on va dire, pas forcément les moyens, etc. Voilà. 3 petites précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde simplement le timing. Il est 16h15. On avait prévu une fin de table ronde à 16h30. Ça nous laisse encore la possibilité de poser 2-3 questions. On va essayer de répartir le temps de parole de manière équitable. Donc je demande... Souvent les questions sont concises. C'est plutôt les réponses qui sont un peu longues. Donc je demande à ceux qui répondent aux questions d'essayer d'être le plus concis possible pour laisser la place à chacun dans le quart d'heure qui reste. Merci. Dans le cas, parce qu'on parlait justement de la mondialisation de la bio, je crois au tout début. Donc, vu comme tourne le monde, on peut se douter un peu que la norme bio va être allégée, que les échanges vont se mondialiser, que le conventionnel va produire de plus en plus de bio, donc le prix va baisser. Est-ce que vous avez prévu, notamment dans la distribution, déjà des mesures pour pas forcément aller acheter aux plus grosses fermes qui vont forcément casser les prix et poser des problèmes aux petits producteurs? Ou est-ce que c'est peut-être sur d'autres projets, ou est-ce que vous y pensez et vous savez comment vous aimeriez réagir à cette situation qui risque probablement d'arriver et qui est déjà du cas, mais encore rien par rapport à ce qu'il y a. Oui, alors c'est vrai que la question peut s'élargir en disant comment chaque acteur de la filière pressent ou ressent l'avenir par rapport à ce que la bio est et va devenir, et du coup quelles sont les mesures un peu garde-fous qui permettent justement de militer et de défendre ce qui a fait l'ADN des différentes
les différents engagements et les différentes présentations qu'on a pu ressentir aujourd'hui. Bah, c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, ça pousse déjà. Donc nous, ce que je vous ai présenté, c'est une de nos réponses, c'est de savoir avec qui on travaille pour favoriser ça. C'est de développer aussi le local pour relocaliser l'économie. Et ça, c'est la réponse la plus évidente, j'ai envie de dire, parce que si on relocalise l'économie, moi je viens du Beaujolais, il y a 50 ans dans le Beaujolais, il y avait de la polyculture, de l'élevage, etc. et un peu de vin. Maintenant, il y a du vin et des friches. Et du coup, on dit, c'est un grand malheur, les produits viennent de loin. Bah oui, donc il faut et quand on dit aux viticulteurs, arrachez vos vignes, ah ben oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est relocaliser notre agriculture, ça fait partie de ça. Donc nous, on fait en travaillant ce que fait Jérôme, pareil, en poussant les producteurs à s'installer, en soutenant des filières localement. Moi, j'ai monté une filière chez moi avec deux éleveurs qui font des œufs, parce que tous nos œufs venaient du grossiste. Il ne faut pas grand-chose pour produire des œufs, quoi. Donc chacun, voilà, on peut faire ça localement. Après, on peut aussi s'appuyer pour refuser d'importer de très loin. Le prix, on travaille le prix juste. Après, effectivement, si on va au supermarché, il faut aussi retourner les étiquettes. Quand on regarde une boîte de haricots verts qui vient de Moldavie, elle n'a pas le même prix qu'une boîte de haricots verts qui vient de France, effectivement. Mais si vous allez chez Carrefour, vous n'aurez pas des haricots verts qui viennent de France, en bio. Aujourd'hui, ils viennent tous de Moldavie. Donc on en revient toujours au même débat. Si j'achète pas, ça ne se vend pas. Donc nous, on travaille là-dessus, on travaille sur la relocalisation, on essaie d'accompagner ça. Après, on travaille aussi, nous, sur un projet typiquement logistique, parce qu'un des gros problèmes de travailler en direct avec plein de producteurs, c'est la logistique. Vous en parlez, Nathalie, faire 3 fois le tour de Lyon, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est pas forcément écolo finalement au bout du compte. Donc nous, on est en train de travailler sur justement une massification des flux pour pouvoir distribuer aussi des petits producteurs, donc en faisant la ramasse et la redistribution derrière. Donc on essaie de s'organiser, nous, entre magasins bio pour pouvoir... Donc ça, c'est une des réponses qu'on a, pour aller chercher un peu ces acteurs locaux et de faire la logistique qui n'ont pas le temps, objectivement, de faire aujourd'hui. Donc c'est une des réponses. Il y a des acteurs qui se montent aussi en relais comme ça, en local, pour faire ce boulot-là, qui peut permettre aussi de relocaliser l'économie. On arrive peut-être au moment de la fin. Je voulais juste, parce que je trouve très intéressant ce débat, et vous dire ce que nous, on voit aujourd'hui par rapport à notre activité. On est raisonnablement optimiste quand on voit les challenges qui sont devant nous et le fait que vous nous demandiez, vous, consommateurs, de réagir par rapport à des problématiques qui ont déjà été évoquées, le vrac par exemple, la production locale, etc. Ce qui est encore plus motivant, donc c'est pas uniquement le fait qu'il y ait de plus en plus de consommateurs, c'est de voir que, y compris des générations nouvelles, font monter ce niveau d'exigence. Et je crois qu'il y a de beaux challenges à relever, à nous de bien comprendre les choses et faire en sorte qu'on y réponde. Tout ne va pas se faire en claquant des doigts, parce que la tâche est relativement rude, mais on a conscience qu'il y a une vraie attente du consommateur pour répondre différemment, je crois que c'est dit, différemment, et oser une agriculture nouvelle pour répondre à une consommation nouvelle. Donc on est plutôt raisonnablement optimiste à notre niveau. Je vais laisser le micro circuler après. Je considère que ces dernières paroles sont des conclusions. Non, nous, au sein des AMAP, on voit que ça évolue. On a de plus en plus de sollicitations de paysans qui viennent nous voir. J'ose espérer, parce qu'il y en a de plus en plus qui passent en bio et qui veulent vendre leur production en direct, en local. Après, voilà, nous, c'est vrai que c'est aussi très intéressant pour les producteurs de livrer en AMAP, parce que voilà, le fait qu'il n'y ait pas de marge, pas d'intermédiaire, pour eux, c'est tout bénef. Donc j'espère aussi, oui, que les choses vont s'améliorer. Après, il y a, comme tu disais, il y a des structures qui essaient de favoriser ça. Moi, je pense notamment à la ferme au quartier. On en revient à Basile là-bas au fond.
qui est une structure qui a émané des AMAP sur Saint-Étienne et voilà, qui essaie de faire le lien entre les paysans et la distribution, de faire les collectes et de centraliser tout ça. C'est encore un autre mode de fonctionnement.